Un ultra, c'est quelqu'un qui vit sa passion intensément. Enfin, c'est pas juste aller au stade, chanter et sauter. Être ultra, c'est vouloir être ultra en fait. Être ultra, c'est vouloir jouer ce jeu particulier, accepter un certain nombre de codes qui se sont constitués au fur et à mesure du temps. Quelle que soit la physionomie du match, un ultra, c'est quelqu'un qui doit encourager tout le temps, quoi. Je suis sûr, il y a au moins à chaque fois 20-30 mecs qui sont tout le temps, peu importe où est le match, ils y sont, quoi, tu vois. Enfin, il y en a, ils consacrent vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'argent et vraiment beaucoup d'investissement personnel, tu vois. Eux, c'est les vrais ultras. C'est quelqu'un qui n'est pas un hooligan. Souvent les gens font l'amalgame et confondent. Le hooligan, il vient ou il ne vient même pas parfois au foot pour se battre, pour défendre sa ville et ses couleurs avec ses poings. Tenter d'être reconnu comme tel à la fois au sein de son groupe et pour un groupe au sein du mouvement global à l'échelle nationale ou internationale. L'ultra, lui, va plutôt défendre ses couleurs avec sa voix, avec son ingéniosité. Lorient, Guingamp, Brest, Nantes ou encore Rennes, les ultra-bretons sont des figures incontournables du monde du football. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi ces groupes de supporters à l'intérieur mais aussi à l'extérieur des stades. Alors quels sont leurs codes sociaux, leurs valeurs, leurs motivations, nous avons tenté d'identifier les forces mais aussi les faiblesses de ces groupes dont le cœur bat au rythme de leur club. Notre enquête a débuté avec Maxime. Fervent supporter de Nantes, il a intégré la Tribune Loire il y a 5 ans. Quand tu vas au stade et tout, t'es bien, tu vois. On y va pour voir le match, entre guillemets, mais vraiment plus là pour chanter, pour sauter, etc. Enfin, c'est un défouloir, quoi. Des mecs qui viennent du 49, du 85, du 56, etc. Enfin voilà, tu vois, ça vient d'un peu partout. Donc c'est des gens qui peut-être normalement auraient jamais été amenés à se rencontrer. Et bah, de par la tribune, voilà, ils ont créé des liens, etc. Et voilà, je pense que c'est ça qui fait revenir les gens. J'y vais pas pour me battre ou tu vois voilà, il y a des mecs en Deb, voilà, ils y vont pour ça et tu sens très bien que voilà qu'il y a une animosité, etc. Et que bon après c'est aussi un peu véhiculé voilà par la sécurité, par les 15 000 CRS que tu as à chaque fois et tout en déplacement, donc ça crée vite de la pression. Tout le monde picole un petit peu, etc. Tu vois, enfin voilà, les esprits s'échauffent vite. T'as un groupe de mecs, de plus ou moins beaucoup de personnes, donc forcément ça peut vite partir, quoi. Quand on fait référence aux ultras, l'image qui nous vient immédiatement est celle de la violence. Mais au-delà des apparences, ces groupes sont organisés, hiérarchisés et un vrai processus de socialisation intervient pour toute personne qui souhaite l'intégrer. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Nantes dans la Tribune Loire, vous ne pouvez pas ne pas savoir qu'il y a la Brigade Loire. Qu'il y a un groupe en tout cas d'ultra qui organise les choses. Donc du coup, les phénomènes de socialisation au groupe se font de manière très différente à une période où le groupe est un petit groupe qui se constitue, qui va avant tout chercher des membres extrêmement impliqués, prêts à faire grandir le groupe, que quand vous avez un groupe de déjà plusieurs centaines, milliers d'adhérents dans lequel il est plus facile d'avoir une première entrée. Après, dans tout groupe ultra aujourd'hui, des groupes ultra d'ampleur, le RCK à Rennes, la Brigade Loire à Nantes, pour prendre que 2 exemples, vous avez une première intégration au groupe qui va être d'être connu dans la tribune, de participer aux activités. Ensuite, c'est autre chose de rentrer dans ce qu'ils appellent souvent le noyau dur des membres les plus impliqués. Et donc vous avez une carrière, comme on dit en sociologie, pour intégrer les groupes ultra avec différentes étapes. Et il faut distinguer l'étape d'entrée, d'acceptation finalement dans la tribune, puis celle d'être un membre du groupe plus ou moins connu, et ensuite celle d'être véritablement impliqué. Mais comment se créent ces groupes si difficiles à approcher? Pour répondre à cette question, nous avons rencontré l'un des fondateurs d'un des plus anciens groupes d'ultra en France.
Je suis donc aux Ultras brestois depuis les années 89-90. Ce groupe a été lancé donc, à la suite d'un désaccord avec le club de supporters de l'époque. On était toute une bande de copains là, et on trouvait qu'au club de supporters ça bougeait pas assez dans les tribunes. Donc on a décidé, on était à peu près une quinzaine, vingtaine, on a donc décidé de lancer donc, les Ultras brestois l'année 90. C'est vrai qu'avec le club de supporters, bon, quand on allait en replacement, fallait pas trop se mettre debout, fallait rester assis, fallait pas trop agiter les drapeaux. Enfin bon, nous on n'était pas du tout dans cette optique-là. Hein. Nous on voulait au contraire bouger, envoyer des banderoles, des étendards, enfin voilà, fumigènes, papier toilette, enfin faire la fête quoi. Chacun a lancé ses idées sur le nom, sur l'année, sur comment on allait se structurer quoi. Il nous fallait aussi un président, un trésorier, un secrétaire. Bon, et ça s'est fait en fin de compte comme ça, très naturellement, puisque on se connaissait déjà depuis assez longtemps, puisque on se connaissait aussi à l'extérieur. On ne se voyait pas que pour les matchs de football, on se voyait aussi en dehors des matchs. Quoi. Quand un groupe se constitue, fondamentalement, ça a été au départ des jeunes supporters qui arrivé dans un contexte où il n'y avait pas beaucoup de supporterisme actif en France. L'image de seconde famille est assez forte pour les plus impliqués, parce qu'une bonne partie de leur réseau amical est liée au groupe, et parce que dans une famille, il peut y avoir à la fois le meilleur comme le pire. C'est-à-dire que dans un groupe ultra, vous avez des relations de solidarité extrêmement fortes, mais vous pouvez aussi avoir des querelles, des tensions, qui vont être d'autant plus importantes qu'on est, entre guillemets, dans une famille. On s'oppose à d'autres familles, puisqu'il y a une dimension rivalité extrêmement forte dans le mouvement ultra, mais aussi dans la dimension querelle familiales qui peuvent être parfois très fortes. Il arrive que certains supporters soient exclus de la tribune ou du groupe parce qu'ils ont eu un comportement qui était jugé inadapté. Des rivalités sportives mais aussi culturelles, puisqu'à l'échelle locale, chacun revendique sa Bretagne. Et pour aborder ce sujet, Benjamin Keltz est l'un des mieux placés. Après un an en immersion dans le Roison Celtic Cup de Rennes, le journaliste a pu assister aux prises de position de ces Bretons qui ne se ressemblent pas tous. Chacun revendique sa Bretagne, ça veut dire que à Rennes, je pense que c'est propre à la ville en général, hein, c'est pas propre forcément au stade, mais le stade est tellement une vitrine, est tellement c'est une tribune politique dans tous les sens du terme. Donc quand on a toujours ce complexe un petit peu d'identité à Rennes, on est moins breton que celui qui est plus à l'ouest. Donc on a ce complexe de bretonitude vis-à-vis de Guingamp, de Brest, de Lorient, pourquoi pas. Quand on chante à Rennes « Galette saucisse je t'aime », c'est le chant un peu populaire qui va être capable d'être repris par tout le stade. Ça veut dire, à mon avis en tout cas, ça veut dire je suis breton, j'aime un emblème de la Bretagne, la galette, mais la galette saucisse, quoi. C'est le mets incontournable du pays gallo que les Brestois n'ont pas du tout, par exemple. Et quand les Guingampais et les Rennais se chambrent, un coup les Rennais vont déployer, les ultras vont déployer un bienvenue en ville, de l'autre côté les Guingampais vont déployer une banderole bienvenue en Bretagne. Des Bretagnes qui se confrontent lors des déplacements de supporters, car avec 19 matchs à l'extérieur chaque saison, les occasions de se rencontrer ne manquent pas. Et une question se pose, les groupes d'ultra communiquent-ils entre eux? Non, on n'a pas de communication avec les autres groupes bretons. Non. Ça favorisera les choses, c'est sûr. Ouais. Mais ça fait partie des blocages qui sont propres au mouvement supporter aussi, quoi. Qui ne sont pas forcément faciles à expliquer, justement. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas forcément qu'on ne communique pas, qu'on n'a pas des revendications communes, et qu'on sait aussi les mettre, sans forcément l'exprimer, on peut mettre un peu la rivalité de côté. Un exemple tout simple, les Rennais n'ont pas eu le droit de venir à Guingamp pour le match aller. Le fait qu'il ne soit pas là, c'est pas quelque chose qui nous plaît en fait, quoi. On préférerait en fait qu'il soit là et qu'il y ait le match des tribunes, un vrai match des tribunes. Donc c'est pas une relation de rejet pur en fait, quoi. C'est vraiment, c'est juste que ça fait partie de la rivalité sportive, et c'est vrai que la communication ne peut pas vraiment fonctionner. Il n'y a pas de communication entre nous, quoi.
Le mouvement ultra se construit autour de l'opposition. Puisqu'il y a un deuxième match qui est le match des tribunes, ça prend véritablement sens si on a un adversaire. Et donc c'est un mouvement oppositionnel, très clairement. Les groupes ultras sont en rivalité. C'est un monde qui est complètement construit autour de cette idée de rivalité à l'échelle nationale comme à l'échelle locale. Et donc du coup, la difficulté pour s'unir déjà à l'échelle locale et encore plus à l'échelle nationale, suppose de dépasser ces rivalités qui sont constitutives du mouvement ultra tel qu'il fonctionne depuis 40 ans. Pour eux, le football, c'est pas la morale du fair play, c'est un combat entre deux camps. Et que dans les tribunes, on doit pouvoir faire tout ce qui est utile pour déstabiliser l'adversaire, donc la violence verbale est acceptée. Et à partir du moment où on est dans une rivalité forte avec les groupes de supporters adverses, finalement, le meilleur moyen de trancher pour savoir qui est le plus fort, ça va être la violence. Donc la violence physique est aussi une ressource acceptable. Mais en même temps, un groupe ultra qui rechercherait en permanence la violence serait discrédité en tant que groupe ultra, qui peut discuter avec le club, qui peut discuter avec les institutions du football, les représentants politiques, etc. Donc les leaders cherchent quand même à minimiser la violence parce que sinon ça les discrédite complètement. Une violence souvent réprimée par des interdictions de stade. Depuis l'état d'urgence, les opérations de sécurité ont été revues à la hausse. Durant la saison 2014-2015, les IDS ont augmenté de 17%. Les interdictions de déplacement, quant à elles, ont été multipliées par 5 entre 2015 et 2016. J'ai été condamné donc à 6 mois de prison avec sursis. « 1400 € d'amende et donc 1 an d'interdiction de stade à compter de la date du jugement du tribunal. En 2013, Paquito est arrêté à la suite de violences sur des policiers. À la fin d'un match, l'ancien président des Ultras brestois s'interpose entre un ami et les forces de police qui le contrôlaient. L'altercation dégénère et entraîne pour l'agent des forces de l'ordre une incapacité temporaire de travail de 10 jours. Chaque fois que le Stade brestois joue, moi j'ai un pointage obligatoire à l'heure dite de la mi-temps du match. Et là récemment j'étais en vacances, j'étais pas sur Brest, il a fallu que j'aille pointer sur le lieu de mes vacances. Une sanction contraignante pour Paquito qui a reçu le soutien des supporters, mais aussi celui des joueurs de l'équipe professionnelle. Touché par cette décision de justice, le défenseur de l'équipe brestoise Grégory Lorenzi a vendu son maillot aux enchères pour permettre à Paquito de payer son amende. C'est 2-3 ultras avec les dirigeants de l'assaut actuellement et puis qui ont mené la barque. Et après avoir eu contact avec Lorenzi qui ont organisé la chose. Les supporters ont joué le principe de solidarité en faisant participer les supporters à ce que je donne finalement le moins possible, quoi. Moi j'ai jamais rien demandé, donc voilà. Après ça s'est fait, bien sûr ça fait plaisir. Je ne vais pas cacher, c'est quand même un grand soulagement. Mais après c'est plus, bon j'ai beaucoup de respect pour Lorenzi. Et après c'est plus le principe qui s'est fait chez les supporters qui est important pour moi et qui a une valeur essentielle. Et dans un milieu où le business est roi, ce geste rappelle que le football est aussi un sport solidaire. Surtout pour le Corse Grégory Lorenzi qui fut bercé dans l'univers du supporterisme dès son plus jeune âge. Je l'ai fait parce que je sais qu'étant originaire de Bastia, quand il y avait des supporters corses qui étaient touchés par rapport à des faits similaires, nous joueurs on faisait ce genre de choses pour que justement on puisse aider les gens à se payer des avocats pour être défendus. Et c'est un petit peu, c'est venu naturellement d'aller vers eux pour leur proposer ce genre de choses. On ressent vraiment, nous en tout cas à Brest, le besoin d'avoir des gens comme ça parce qu'ils sont là pour, je dis pas que les autres ne nous soutiennent pas, loin de là, au contraire, mais qui font un petit peu plus d'animation et de bruit dans les stades et c'est important et nous malheureusement on a connu une grève cette saison de leur part et on a senti quand même qu'un stade sans bruit c'était pas très
serait joyeux de jouer sans ambiance. Même si le rôle du supporter paraît essentiel aux yeux des joueurs, cette relation entre club et ultra est souvent ponctuée de hauts et de bas. À Rennes, un poste dédié aux supporters a même été créé, une première dans l'histoire du club et une exception régionale. Concrètement, ma mission consiste à créer de la relation entre toutes les personnes qui composent notre public au sens large. Donc en particulier les supporters. Je me veux facilitateur de leur projet, à l'écoute de tout ce qu'ils ont à dire. On a remarqué que souvent les supporters pouvaient exprimer un mécontentement assez fort, et c'est logique, ça fait partie de leur job, mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'il n'ait personne à le dire de la part du club. Donc je suis là aussi pour ça, pour échanger avec eux. En revanche, je ne fais aucune incursion dans le fonctionnement de leur association, et je ne participe pas aux décisions qui leur incombent et les décisions qu'ils prennent. C'est la concrétisation d'une idée que les supporters font partie intégrante de la vie du club. En 2015, une proposition de loi a fait bondir les ultras, celle de Guillaume Larrivé, député Les Républicains, qui prévoit de ficher les supporters, mais également de faciliter les démarches de justice pour réprimer les comportements violents. Les ultras crient à la restriction de liberté. Comme souvent, le dialogue avec les supporters passe par l'angle de la répression en fait. À aucun moment on ne propose vraiment de réforme générale du dialogue tout simplement avec les supporters. Par exemple, mettre en place une instance pour laquelle on fixerait des règles tous ensemble pour leur expliquer nous comment on veut être accueillis à l'extérieur, quel type de matos on voudrait rentrer. On ne nous propose jamais vraiment ça, c'est toujours comment réprimer les violences en fait. C'est le seul prisme par lequel le dialogue est engagé. Il n'y a même pas vraiment de dialogue d'ailleurs, puisque la loi arrive et c'est après éventuellement qu'on est consulté, quoi. C'est encore une loi qui vient appuyer sur le volet répressif, et un volet répressif qui n'est sous aucun contrôle judiciaire en fait, quoi. L'interdiction administrative, c'est une mesure de police administrative, donc en théorie préventive, sauf qu'aujourd'hui elle est utilisée par les préfets sous indication du ministère de l'Intérieur comme des sanctions pénales à part en fait. Après, on sait qu'à notre échelle, on ne va pas forcément changer grand-chose, mais si on peut faire un petit peu de prévention, communication là-dessus, et éventuellement échanger avec des personnes qui peuvent être influentes, on essaie de le faire quand même, quoi. Sous la pression des associations de supporters, la loi intègre aujourd'hui une nouvelle dimension axée sur la communication avec les instances dirigeantes du football. Un texte enrichi par les amendements proposés par des parlementaires, à l'instar de Christine Pruneau. Cette sénatrice costarmoricaine a tenu à rencontrer les supporters guingampais pour mieux cerner leurs attentes. Ça nous a surpris agréablement, on va dire, qui, de sa propre initiative, nous a contactés. Pour discuter autour de ce projet et des amendements qu'elle aimerait apporter au texte. Donc on a discuté autour de ces points, ce qui allait, ce qui ne nous plaisait pas, la situation à Guingamp, dans les autres clubs. On aimerait, en fait, comme l'ANS, on aimerait être consulté, voilà, comme cet après-midi plus régulièrement. Voilà, on met les groupes de supporters qui sont en quelque sorte le syndicat des clubs, on peut dire ça, les représentants des supporters, au cœur des discussions et des négociations pour que le foot reste un sport voilà, très populaire, festif et voilà, un reflet de la société actuelle. Le 5 avril dernier, la loi était examinée en première lecture au Sénat. L'occasion pour Christine Pruneau de relayer la parole et les inquiétudes des supporters quant à la transformation de leur tribune. La France a suivi le modèle anglo-saxon qui a poussé la marchandisation du football à son extrême, au risque d'exclure des catégories populaires des stades, laissant les structures privées gouvernant le football professionnel et ne faisant aucune distinction entre supporters, ultras et hooligans. Lutter contre le hooliganisme reste l'objectif premier de la loi Larrivé, une loi aujourd'hui adoptée et soutenue par le secrétaire d'État au sport, Thierry Braillard. Ce qu'on veut, c'est que les stades restent des lieux de vie.
Moi j'ai envie que dans des stades il y ait des enfants et que quand les enfants viennent voir le match, viennent voir leur club, ils ne voient pas des faits de violence avérés, des saluts nazis ou ce genre de choses. Ce genre de faits n'ont pas cours dans les stades. Et comme il y en a, on avait déjà créé une délégation de lutte contre le hooliganisme, avec un commissaire qui a très bien fait son travail, mais je pense qu'il faut aller plus loin et qu'il faut vraiment que l'arsenal répressif soit fort pour qu'on dissuade, qu'on puisse quelque part enlever ces éléments perturbateurs. Ils ne sont pas nombreux. Qu'ils soient ultra ou supporters, on est là pour supporter, mettre de l'ambiance dans le stade. On n'est pas là pour se battre, pour jeter des sièges en l'air ou ce genre de choses. Donc il faut voir ça quand même, et ça se passe encore dans des stades. Avec l'organisation de l'Euro 2016 en France et la création de nouveaux stades, on a un projet plus large de transformation du football et de transformation du spectacle, de renforcement de l'économie du football, mais aussi de transformation des publics. Le projet derrière, c'était d'élargir la base de supporters, mais aussi de changer une partie du public et d'écarter ceux qui posaient problème. La grosse difficulté que ce projet rencontre, c'est finalement les groupes ultras. Parce que d'un côté, ils apportent des choses dont le monde du football a besoin, de la ferveur, de la passion, du monde, de l'animation. Donc c'est quelque chose dont le monde du football a besoin aujourd'hui dans la manière dont il veut développer les stades. Mais en même temps, ils apportent aussi des choses dont le monde du football ne veut plus, des incidents et un esprit critique. Et pour mieux encadrer et gérer ces groupes, souvent conséquents, il était essentiel pour les politiques de les faire entrer dans des cadres institutionnels. La loi Larrivé propose donc aux supporters d'élire 2 représentants par club. Ces représentants formeront à leur tour une nouvelle instance qui leur permettra de faire remonter leurs revendications à la FFF. Moi je pense qu'il faut que les choses se fassent par étapes. On revient de très loin, on revient de nulle part, puisqu'il n'y avait rien qui présupposait des conditions de dialogue. Et que pour l'instant, la vision qu'on avait des supporters n'était que sur la phase répressive. Et comme je l'ai dit hier dans mon intervention, on est passé d'un lien, j'allais dire, de défiance à un lien de confiance. Jusqu'à une période très récente, ils n'avaient pas d'interlocuteur qui les reconnaissait comme un interlocuteur national acceptable. Et donc du coup, si vous n'êtes pas véritablement reconnu comme mouvement social et qu'en interne, vous avez déjà des dissensions très fortes et pas un accord sur cette question-là, c'est difficile de se constituer comme tel. Donc l'enjeu qui me paraît être important en ce moment autour de la proposition de loi finalement, c'est que ça a renforcé les initiatives de l'Association nationale des supporters, ça l'a rendu plus solide, ça a renforcé les adhésions. Et donc si les pouvoirs publics et sportifs tendent la main à cette Association nationale de supporters, elle peut finalement constituer une sorte de mouvement social des ultras à l'échelle nationale. Association ou Conseil national des supporters, ces instances sont visiblement en passe d'être de plus en plus légitimes et écoutées. À elle maintenant de réfléchir à un nouveau modèle de supporterisme à la française. L'UEFA fait le constat que la France, en termes de dialogue avec les supporters, est au même niveau que la Moldavie et l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire le grand retard de la France sur ces questions-là. Les pouvoirs publics ont observé que partout ailleurs en Europe, les supporters sont reconnus comme des acteurs essentiels, incontournables et qu'il faut les inclure dans les discussions. Notamment, on méconnaît encore beaucoup en France le modèle allemand, dominé par exemple par la règle du 50+1, c'est-à-dire que dans les clubs, les supporters ont la majorité des voix. C'est un modèle qui n'est pas du tout remis en cause par les investisseurs qui ont compris que c'est un modèle gagnant-gagnant. Les pouvoirs publics ont observé que ce modèle fonctionne très bien, alors qu'en France, à aucun moment les supporters ne sont inclus dans les discussions. Il y a une volonté politique véritablement d'avancer sur ces questions-là. Et on profite de ce climat pour que la loi reconnaisse les supporters comme des acteurs déterminants de ce sport. Un contexte qui change, des clubs de foot qui ont de plus en plus de poids, des politiques qui veulent à la fois du dialogue et des tribunes apaisées, nous voyons clairement que le mouvement ultra est à une période charnière de son histoire. Alors est-ce la fin du modèle tel qu'on le connaît aujourd'hui? En tout cas, les ultras ne souhaitent pas être laissés hors jeu en ce qui concerne leur avenir.